Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous avons vu les rotations quelconques autour de l'axe Z vertical pour les appareils du Stern-Gerlach et des rotations de 90 degrés autour de l'axe Y dans le sens des appareils. L'avantage avec ces deux rotations, c'est qu'on peut ainsi obtenir n'importe quelle rotation en les combinant. Alors, ce n'est pas nécessairement évident à voir, donc voyons le cas d'une rotation quelconque, disons d'un angle alpha, autour de l'axe X, c'est-à-dire perpendiculaire dans le plan et perpendiculaire à nos deux appareils. Donc, on va dessiner les trois axes, Y, Z et X. On va les dessiner trois fois. Vous allez voir pourquoi. Y, Z et X. Alors, je le fais en trois fois pour vous montrer la combinaison de trois rotations. Alors, première rotation, effectuons une rotation de 90 degrés autour de l'axe Y, ce que nous avons vu. Donc on effectue une rotation comme ceci, de 90 degrés. Avec cette rotation, l'axe Y reste inchangé, donc nous avons, excusez-moi, le marqueur est en train de lâcher. Donc nous avons Y' qui reste inchangé. L'axe Z vient se mettre ici, après basculement, donc Z', et l'axe X', lui, passe en dessous, comme ceci. Puis, nous allons effectuer une rotation d'un angle alpha autour de l'axe Z, c'est-à-dire Z' maintenant. Donc, nous allons effectuer une rotation d'un angle alpha que nous connaissons autour de Z'. Donc, on effectue une rotation d'un angle alpha autour de Z'. Ainsi, on trouve Y second, mettons-le comme ceci. L'axe X va également tourner d'un angle alpha, donc par rapport à la ligne ici, il va tourner d'un angle alpha. Et l'axe Z' reste inchangé, donc Z seconde. Et enfin, on réeffectue à nouveau une rotation de 90 degrés dans l'autre sens, autour de Y seconde, cette fois-ci. Donc on effectue une rotation de 90 degrés. À ce moment-là, l'axe Z seconde va donc basculer de 90 degrés. Alors n'oublions pas que l'axe Y seconde, l'axe Y seconde reste inchangé. On va l'appeler Y tierce, toujours avec un angle alpha. Il bascule de 90 degrés, mais l'axe Y seconde est incliné. Donc en fait, l'axe Z tierce vient se mettre ici, avec un angle alpha. Et l'axe X seconde va se retrouver à nouveau basculé sur l'axe X, ici, et donc X tierce. Et donc, on voit que le résultat de ces trois opérations, 90 degrés comme ceci, un angle alpha et 90 degrés comme cela, on trouve que c'est équivalent à une rotation d'un angle alpha autour de l'axe X. Curieusement, l'effet de plusieurs rotations comme ceci est assez difficile à visualiser pour notre esprit. Alors en faisant des graphiques, on arrive facilement à comprendre ce qui se passe, mais mentalement, il n'est pas évident de représenter les conséquences de plusieurs rotations successives. Je dis que c'est étonnant parce que, après tout, nous sommes des créatures qui vivons dans un espace à 3 dimensions. Notre esprit a été formaté par l'évolution et notre culture pour
être adapté au monde dans lequel nous vivons, à 3 dimensions, dans lesquelles on peut effectuer fréquemment des rotations. Et donc, il est étonnant qu'on ait difficile à visualiser plusieurs rotations successives. Peut-être est-ce dû au fait qu'en réalité, nous ne vivons pas à 100% dans un monde à 3 dimensions. La dimension verticale ne nous est pas facilement accessible. Il faut grimper, utiliser des artifices tels que des ascenseurs ou des avions. La plupart du temps, nous vivons en fait dans un monde à 2 dimensions, plat, le sol, avec 2 axes. Et nous nous présentons facilement des rotations comme ceci, autour de l'axe vertical, comme un patineur qui tourne sur lui-même, une voiture qui dérape. Mais à 3 dimensions, nous semblons un peu plus démunis. Peut-être que si nous étions des oiseaux, plus habitués à réellement évoluer dans les 3 dimensions, peut-être que dans ce cas, notre cerveau serait mieux adapté pour visualiser les rotations quelconques dans l'espace et leurs combinaisons. Toujours est-il qu'on peut toujours recourir à l'artifice de graphique et de calcul pour pouvoir manipuler les rotations. Alors, revenons-en à notre rotation d'un angle alpha autour de x. Donc nous avons déjà vu les transformations pour un basculement de 90 degrés autour de l'axe Y. Nous l'avions vu dans la vidéo précédente. Et pour une rotation quelconque, alpha, autour d'un axe Z vertical. Dans la vidéo qui précédait. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut. On peut combiner les 3 opérations. On peut écrire C' en fonction de C, C seconde en fonction de C', et C tierce en fonction de C seconde. Et en combinant les 3, on obtient la relation qui décrit C seconde en fonction de C. Alors, je ne le fais pas en détail, vous pouvez essayer de le faire, vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire, parce que, d'abord, on a assez avalé de calculs comme ça, et puis parce que les formules ici sont un peu lourdes, elles sont assez costaudes. Toujours tel qu'à la fin, on peut les simplifier à l'aide de quelques artifices mathématiques, et on obtient une transformation en finale, C tierce plus égale cosinus de alpha demi, fois C plus I, donc le nombre imaginaire, fois sinus alpha demi de C moins. Et de même, C tierce moins égale I fois sinus alpha demi, C plus cosinus alpha demi, C moins. Le résultat final, ouais, un peu plus compliqué que les 2 cas que nous avions vus, hein, les angles à 90 degrés, à 180 degrés, ou la rotation autour de Z. Les formules étaient un peu plus simples, ici c'est un petit peu plus compliqué. Mais en fait, avec la lourdeur qu'il y a là dedans, on peut s'estimer heureux d'avoir une formule finale qui est encore relativement simple. Voilà, nous sommes, peu de choses près, nous sommes au bout. Nous pouvons également effectuer ce type d'analyse pour une rotation quelconque autour de Y, puisque nous n'avions vu que 180 et 90 degrés, on peut le faire pour un angle quelconque. Et on peut même le faire pour un angle quelconque autour d'un axe quelconque. Il suffit de combiner les rotations. Et on peut même écrire la matrice sous une forme très compacte, avec des formules un petit peu compliquées, utilisant par exemple les angles sphériques, qui permettent de représenter une direction quelconque dans l'espace, plus un angle de rotation autour de cette direction. Donc, on peut facilement obtenir une forme générale pour les matrices de rotation pour le spin à demi. Et donc voilà, nous sommes au bout. Je ne vais pas évidemment détailler ces calculs un peu lourds. Ce n'est pas très utile pour nous. Alors, nous sommes au bout pour ce qui est de l'étude du spin 1,5 et de la matrice R de transformation.
Ça, c'est pour le spin 1,5. Comme je vous l'ai dit, on peut refaire ce genre de choses pour le spin 1. Donc nous avions vu quelques propriétés générales, nous avions vu les matrices de transformation, sans expliquer comment on les obtenait. Par tous les raisonnements comme nous avons menés ici, on peut faire la même chose. Et on peut le faire pour d'autres spins, puisque rappelez-vous, les impacts dans l'appareil de Stern-Gerlach, s'il y a deux impacts, donc il y a deux faisceaux qui sont dans la déviation, c'est un spin 1,5. S'il y en a 3, c'est un spin 1. S'il y en a 4, on dit c'est le spin 3,5. S'il y en a 5, c'est le spin 2, etc., etc. Alors, on se dit, oui, ben bon, on va pas faire ça pour tous les spins. Il faudrait des méthodes un peu plus générales. C'est vrai. Et de plus, les méthodes générales peuvent apporter un autre éclairage, plus global, plus profond, sur le phénomène de spin. Parce que s'il y a une chose que nous n'avons pas encore compris, c'est pourquoi ça fait ça. On l'a vu dans le cas classique, on devrait avoir une dispersion complète. En fait, la limite classique correspond à un spin arbitrairement élevé. Donc, il y a une telle discrétisation, en principe, mais elle est inobservable en pratique. Donc, il nous reste à comprendre pourquoi on a un tel résultat. Pourquoi les particules, les atomes, se répartissent en particules de spin 1,5, 1, 3,5. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi n'y a-t-il pas le cas continu dans le cas d'une particule élémentaire? Donc, il faut espérer que cette analyse globale du spin puisse nous apporter plus d'éclairage. Alors, cette approche est beaucoup plus abstraite, beaucoup plus mathématique. Donc, nous ici, nous n'irons pas dans tous les détails. Nous verrons progressivement, d'abord, les principes, l'étude des rotations, du groupe dit des rotations, pour en dégager les propriétés, comment on traite les différentes transformations possibles. Nous nous donnerons un certain nombre de résultats sans aller trop loin dans les détails des calculs, sinon ça nous emmènerait très loin et ça serait assez rébarbatif, au moins pour comprendre le principe. Nous pourrons tirer un certain nombre de conséquences, parfois extrêmement importantes. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder ce traitement général en étudiant les rotations et ce qu'on appelle les groupes unitaires. Je vous remercie.